Ok, super. Bienvenue pour cette seconde édition par rapport aux bases de la philosophie bouddhiste. On va essayer de décrypter un petit peu comment est-ce qu'on peut euh, comparer les phénomènes, parce que c'est vraiment la base de la conceptualisation. En fait, la dernière fois, nous avions vu les existants en particulier, et ces existants sont divisés en deux. L'une des divisions, en tout cas, c'est permanent et impermanent. En fait, ça c'est fondamental pour les pères de la logique et de l'épistémologie bouddhiste, comme Acharya Dharmakirti, qui disent qu'en fait, Shejani Tsemani Dunjenu dans Minutir, c'est parce qu'il y a deux types de connaissables ou d'objets de compréhension qu'il y a deux types de cognition valides. Donc la cognition valide, on en a parlé un petit peu la dernière fois, c'est la façon dont une conscience peut être en accord avec son objet, certifier son objet, et pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, certifier nouvellement son objet. Donc, quel type d'objet? Justement, deux types d'objets, les phénomènes permanents et les phénomènes impermanents. Donc, les phénomènes impermanents sont les objets apparents des consciences ultimes, pour les Sautrantika, ce sont les perceptions directes, et les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles, qui ne sont pas des consciences ultimes, parce qu'il y a quelque chose de faussé, il y a quelque chose d'erroné dans les consciences conceptuelles, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient nécessairement totalement à côté de la plaque. Donc c'est ce qu'on verra progressivement. On verra que la conscience conceptuelle peut être en accord avec la réalité. Et donc on va voir que la réalité elle-même est très logique finalement. Très bien, donc on va essayer de voir avec un partage d'écran ces relations logiques. Ok, très bien. Donc en fait, c'est la théorie des ensembles comme on avait vu la dernière fois. Et on va voir qu'il y a quatre relations logiques possibles. On va voir déjà la première, c'est l'équivalence. L'équivalence, par exemple, vous avez un cercle ici qui, on pourrait mettre A et B à l'intérieur du cercle. On pourrait dire que le cercle s'appelle à la fois A et à la fois B d'un certain point de vue. Alors comment ça fonctionne? On va voir que A représente produit et B représente impermanent. Et donc ici, vous pouvez lire tout ce qui est produit est forcément impermanent et tout ce qui est impermanent est forcément produit. Donc, non seulement ici nous avons impermanent, mais nous avons tout ce qui est impermanent. Donc là, ce sont quand même deux choses différentes, deux façons de formuler les choses assez différentes. On verra par la suite pourquoi c'est si important. Avec un et différent, justement, comment est-ce qu'on peut débattre avec un et différent. Mais pour pouvoir le faire, il faut déjà essayer de comprendre ces relations logiques. Très bien. Donc tout ce qui est produit est nécessairement impermanent et tout ce qui est impermanent est nécessairement produit. Donc impermanent dans le sens qui change d'instant en instant. C'est ce qu'on a vu la dernière fois à Ketigma en tibétain, qui change d'instant en instant. Et donc ça veut dire qu'une pousse naît d'une graine, et donc cette pousse elle-même change d'instant en instant, puisqu'elle est née d'une graine dont l'entité même s'est transformée pour donner son effet. Donc si l'entité même de la graine engendre une pousse par sa transformation, la pousse par nature est en train de se transformer elle aussi, elle change d'instant en instant. Donc c'est là où on voit cette corrélation infaillible entre produit et impermanent. Ce sont même des équivalents quand on étudie les bases établies. La dernière fois, on a juste vu les existants, quelques équivalents d'existants. Ça peut fonctionner d'ailleurs avec ça aussi. Vous pouvez regarder par exemple base établie ici, les bases établies. On peut voir ici que base établie, c'est un connaissable, c'est un existant, c'est un phénomène. Donc ça, ce sont les noms ou les definiendum. Techniquement, on les appelle definiendum. Et à côté, vous avez les définitions. Ce qui est établi par une cognition valide, ce qui est approprié comme l'objet d'une conscience, ça on l'avait vu la dernière fois, observé par une cognition valide, ce qui détient sa propre entité. Donc en fait, vous pouvez piocher à gauche et à droite, et en fait, les définitions et les definiendum, qui sont là indiqués ici, vous pouvez les piocher les uns avec les autres, et ils sont tous équivalents. Ils sont tous équivalents. Donc là, ça parle des existants.
Alors que dans notre exemple des relations logiques, ça parle des choses ou des produits. Relation logique, c'est la... Ok, très bien. Ok, normalement, ça devrait aller pour ça, pour cette première comparaison. Si c'est A, c'est nécessairement B. Si c'est B, c'est nécessairement A. Ensuite, on a la contradiction, c'est l'opposé de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que si vous pointez du doigt vers l'objet, eh bien, vous avez deux objets. Vous devez pointer du doigt vers deux objets différents. Vous avez par exemple une table à gauche, un tabouret à droite. Vous pointez du doigt vers deux objets différents. Ils sont contradictoires. Rien ne peut être les deux en même temps. C'est impossible. Donc ici, dans l'exemple, on a une pomme et un cheval. Une pomme, c'est un fruit, donc c'est de la matière. C'est une forme, comme on avait vu la dernière fois. Une forme est équivalente de matière pour les Sotrantika qui suivent le raisonnement. Et un cheval, c'est un individu, c'est une personne non humaine. Et donc, rien ne peut être les deux. Rien ne peut être les deux, il n'y a aucune base commune entre les deux. Donc ici, pomme et cheval, il n'est aucune pomme qui puisse être un cheval, et il n'est aucun cheval qui puisse être une pomme. Ça veut dire que soit c'est une forme, soit c'est pas une forme. Et soit c'est un cheval ou une personne humaine ou non humaine, comme vous voulez, vous pouvez prendre différents exemples. Soit ce n'est pas une personne. Donc les deux s'excluent mutuellement. C'est pour ça qu'on a entre parenthèses l'exclusion mutuelle. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certains textes. Mes contradictions, ça semble plus clair, certainement, et c'est plus facile à dire. C'est plus bref. Ok, très bien. Donc on verra d'autres exemples, bien sûr, par la suite. Ensuite, on a trois possibilités quand on compare deux phénomènes, quand on demande quelle est la différence entre ceci et cela. Kepar karaye en tibétain, quelle est la différence entre ceci et cela? En français, souvent on demande combien de possibilités. Donc ça veut dire qu'on répond soit équivalence, soit contradiction, soit trois possibilités, soit quatre. Donc ici, pour les trois possibilités, vous voyez un cercle qui s'inscrit dans un autre. Donc vous avez un exemple assez simple. A, le cercle A, c'est végétal et le cercle B, c'est fruit. Ça veut dire qu'un fruit est forcément un végétal, si on parle d'un fruit, le fruit d'une graine, d'une fleur, etc. Parce qu'il y a des fruits karmiques du point de vue bouddhiste, et là, on pourrait débattre là-dessus. C'est pas nécessairement, c'est pas végétal dans ce cas-là. Mais si on parle d'un fruit en tant que quelque chose qui se mange, à ce moment-là, c'est nécessairement un végétal, au sens de fruit tel qu'il est défini en Occident. Par exemple, une pomme. Et un végétal n'est pas forcément un fruit. C'est facile, une fleur. Une fleur est un végétal, c'est pas un fruit. Ce sera un fruit si on parle de fruit comme étant l'équivalent d'un effet. Si c'est métaphorique, on parle d'un effet comme étant un fruit, à ce moment-là, une fleur est un effet. Et donc, elle est le fruit de la graine. Mais ce n'est pas au sens de nos dictionnaires à nous. Très bien. Et il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, qui n'est ni un végétal, ni un fruit. Par exemple, une conscience. Une conscience, ce n'est pas un végétal, ce n'est pas un fruit. Donc ici, on a trois possibilités. On verra d'autres exemples, mais normalement, ça devrait être suffisamment clair pour vous, normalement, ici. Et quatre possibilités. Le dernier choix possible quand on compare deux phénomènes. Donc ici, vous avez rouge, donc la couleur rouge, le rouge, et B, vous avez la couleur d'un fruit. Donc, la première possibilité, c'est qu'il y a quelque chose qui est rouge et qui est la couleur d'un fruit. Quelque chose qui est les deux, en fait. C'est l'élément C ici au milieu. Donc, c'est la couleur d'une cerise. Ici, vous avez C qui est la couleur d'une cerise. En effet, si on devait débattre, on devrait vérifier tout ça. Est-ce que la couleur d'une cerise mûre, bien sûr, une cerise à point, est-ce que la couleur de cette cerise est rouge? On est censé répondre oui, normalement, si on a déjà vu des cerises mûres sur un étal, etc. Donc, on doit vérifier ça. Ensuite, on doit vérifier, est-ce que la couleur d'une cerise est la couleur d'un fruit? En effet, la couleur d'une cerise est bien la couleur d'un fruit. Donc, on a vérifié le premier point, cette première des quatre possibilités, quelque chose qui est les deux, qui est à la fois rouge et la couleur d'un fruit.
Ensuite, on doit vérifier s'il y a une autre possibilité. La seconde, est-ce qu'il y a quelque chose qui est rouge, mais qui n'est pas la couleur d'un fruit, par exemple, le sujet, la couleur d'un tissu rouge. Ce n'est pas la couleur d'un fruit, c'est la couleur d'un tissu. Ensuite, il y a quelque chose qui est la couleur d'un fruit, mais qui n'est pas rouge, par exemple, c'est l'élément B ici, le cercle B, la couleur d'une pomme jaune. La couleur d'une pomme jaune n'est pas rouge, c'est jaune. Et 4, donc c'est D ici, la quatrième possibilité, D, quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, qui n'est ni rouge ni la couleur d'un fruit. Vous avez un saphir. Un saphir n'est pas rouge, n'est pas la couleur rouge et n'est pas la couleur d'un fruit non plus. Très bien. Donc normalement, ici, si vous gardez ça à l'esprit, normalement, vous pouvez comprendre facilement comment est-ce qu'on peut comparer des phénomènes avec les bases établies, mais surtout, j'aimerais revenir sur un et différent. Comment est-ce qu'on peut comparer tout ça? Ça doit être ici. Un est différent, singulier et différent. Ok, très bien. Singulier et différent. Donc en tibétain, on a chik. Chik pour singulier. En fait, on dit un, littéralement, c'est un. C'est juste pour une question de syntaxe qu'on peut dire singulier de temps en temps. Donc singulier et différent. Ça veut dire que c'est une autre division exhaustive des existants. C'est-à-dire que si ça existe, c'est nécessairement soit un, soit différent. Donc on va voir ça. On va voir que c'est en effet cette division des phénomènes ou des existants. Vous avez d'un côté un ou singulier, comme vous voulez. Donc ça, c'est le définiendum. Et vous avez la définition, c'est phénomène non divers. Ensuite, vous avez différent, qui a pour définition phénomène divers. Jusque-là, normalement, ça devrait aller. Donc, les phénomènes divers, ils peuvent être divers d'une manière ou d'une autre. Divers par leur nom et ou divers par leur sens. C'est-à-dire que ça peut être par le sens, ça peut être par le nom, et ça peut être par les deux à la fois, le sens et le nom. Par exemple, si vous prenez cup et tasse, cup c'est en anglais, ça veut dire tasse, donc ça veut dire que les deux ont un nom différent. C'est un nom différent. Mais le référent, si par exemple vous avez quelqu'un qui est anglophone et vous regardez dans une vitrine une tasse, vous allez désigner l'objet tasse et la personne qui est anglophone va dire cup. Mais les deux personnes vont pointer du doigt vers le même objet, donc vers le même sens, alors que les termes seront différents. Très bien. Si maintenant, vous avez, par exemple, fruits, tout à l'heure on a parlé de fruits. Si on parle de fruits, un fruit karmique et un fruit végétal, à ce moment-là, le sens va être différent entre fruit karmique, ça veut dire un effet karmique, un résultat karmique. Alors qu'un fruit végétal, c'est le résultat d'une graine, d'une fleur, et ça va donner ensuite une autre graine, etc. Donc c'est le résultat de la fleur en général. Donc c'est le même mot, fruit, mais le sens sera différent. Donc ils seront divers par le sens à ce moment-là. Et puis deux phénomènes, une table et un tabouret, sont divers par leur nom comme par leur sens. Donc par les deux en même temps. Normalement, ça devrait aller jusqu'à maintenant. Ça va se compliquer un petit peu. Très bien. Donc normalement, ça devrait être au féminin. Une corne de lapin et une licorne rose sont-elles différentes? Très bien, vous avez 5 minutes pour réfléchir. Donc normalement, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir la définition de différent. Et on a dit, la définition de différent, c'est des phénomènes divers. Et la dernière fois, nous avions vu que phénomène égale existant. Donc normalement, une corne de lapin n'existe pas. Une licorne rose n'existe pas, en fait, elle n'existe que dans notre imagination. Et donc, si ça existe dans notre imagination uniquement, ça n'existe pas dans la réalité. C'est très joli, très poétique, mais il n'y a aucun référent dans la réalité. Une licorne ne mange pas de l'herbe dans la réalité, une corne de lapin n'est pas sur une tête de lapin, etc. Très bien.
Donc, on ne peut pas dire qu'une corne de lapin et une licorne rose soient différentes. Est-ce que ça voudrait dire qu'elles seraient une pour autant? Eh bien, non plus, parce que nous avions vu que la définition de un, c'est phénomène non divers. Donc, on ne peut pas dire qu'une corne de lapin et une licorne soient un phénomène non divers. Donc, la seule façon de les comparer, c'est de dire que la corne de lapin et la licorne rose sont diverses. Mais pas diverses de n'importe quelle façon, uniquement par leurs termes, parce qu'elles n'ont pas de sens, elles n'ont pas de référent dans la réalité. Et donc elles sont uniquement diverses par leurs termes. Très bien. Maintenant, un petit peu plus complexe, mais pas tant que ça. Combien de possibilités entre singulier et différent? Donc si on prend par exemple, est-ce que singulier s'exemplifie lui-même? Est-ce que singulier est singulier? Oui, singulier est singulier, il s'exemplifie lui-même. Est-ce que différent s'exemplifie lui-même? Est-ce que différent est différent? Si on l'isole conceptuellement, est-ce qu'on peut considérer qu'il est différent, comme ça, sans le comparer à rien d'autre? Non. Donc différent lui-même ne s'exemplifie pas lui-même, différent est singulier. Donc, on pourrait se dire finalement, quand on a les comparaisons, les relations logiques tout à l'heure, on pourrait se dire finalement, singulier et différent ne serait pas contradictoire parce qu'il y a quelque chose qui peut être les deux. Différent pourrait être singulier. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure par l'exemple des relations logiques, on a dit, par exemple, ce qui est produit est nécessairement ce qui est impermanent. Donc, ce qu'on est en train de comparer ici, c'est ce qui est singulier et ce qui est différent. Et là, c'est très différent. Là, ça change tout. Là, ça change tout. Donc, si c'est singulier, c'est nécessairement pas différent. Par exemple, une tasse. Prenez votre tasse, elle est toute seule, elle est une, on la compare avec rien, elle est toute seule. Donc, c'est un phénomène non divers. Et donc, elle est nécessairement pas différente, puisqu'on la compare avec rien. Par contre, maintenant, vous prenez tasse en terre cuite et tasse en métal, elles sont différentes. Et donc, elles sont nécessairement pas singulières. Ce sont des phénomènes divers. Une tasse en terre, une tasse en métal sont nécessairement des phénomènes divers et donc ne peuvent pas être un ou singuliers. Donc, ça veut dire que singulier et différent s'excluent mutuellement, sont contradictoires. Rien ne peut être les deux en même temps. Il n'y a aucune base commune entre les deux. Voilà, si vous arrivez à bien saisir ça, normalement, pour le reste, ça devrait aller tranquillement. Donc maintenant, si on se pose la question, combien de possibilités ou quelle est la différence entre un et pot? C'est un petit peu plus complexe. C'est un petit peu plus complexe. On pourrait se dire que pot est tout seul. Donc pot est un. En effet, mais si c'est un pot ou si c'est pot, c'est pas nécessairement un. Vous pouvez avoir des pots différents. Un pot en cuivre et un pot en terre cuite. Est-ce que ces deux pots sont pots? Oui, ces deux pots sont des pots. Donc ces deux pots ne sont pas un. Donc ça veut dire que là, déjà, on n'a pas d'équivalence. S'il y avait une équivalence infaillible entre un et pot, ou singulier et pot, ça veut dire que n'importe quel pot au pluriel serait nécessairement singulier ou serait nécessairement un. Mais c'est pas possible, puisqu'on a des pots en cuivre, on a des pots en terre, des pots en verre, etc., etc. Donc on a quelque chose qui peut être pot et pas un. Maintenant, on a quelque chose qui peut être un et pas pot. Prenez table. Table est une ou singulière, et ce n'est pas un pot. Vous prenez un tabouret est un, et il n'est pas pot. Donc vous avez quelque chose qui est un et qui n'est pas pot, vous avez quelque chose qui est pot et qui n'est pas un,
Maintenant, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est les deux? Oui, pot. Pot lui-même. Pot est un pot. Et pot est un. Pot est singulier. Ce n'est pas un phénomène divers, c'est un phénomène non divers. Et donc, à ce moment-là, pot tout seul est bien un pot. Il s'exemplifie lui-même, c'est un pot. Et il est un. Donc, on a quelque chose qui est les deux, pot. On a quelque chose qui est pot et qui n'est pas un. Donc, pot en terre et pot en cuivre. Vous avez quelque chose qui est un et qui n'est pas un pot, un tabouret ou tabouret. Et vous avez quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Vous prenez par exemple, euh, prenez quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Vous pouvez prendre un existant si vous voulez. Vous pouvez prendre un non existant. Vous pouvez prendre corne de lapin. Corne de lapin n'est ni une ni un pot. Mais si on parle d'un existant, on pourrait prendre table en bois et table en métal. Table en bois et table en métal ne sont pas une et ce ne sont pas des pots non plus. Donc on a 4 possibilités entre un et pot. Génial, génial. Là, c'est un petit peu plus complexe, euh, mais vous allez voir que finalement, c'est assez logique. Donc, quelle est la différence entre un avec pot et chose? J'ai bien envie de vous laisser réfléchir pour la prochaine fois et on essaiera de voir la réponse la prochaine fois. Ça va faire un petit peu de suspense. Et donc maintenant, on peut essayer de parler de l'identité et de la différence. Donc, c'est un extrait de Cutting Through Appearances, un excellent livre dans lequel on retrouve les différentes écoles philosophiques en particulier. Il n'y a pas que ça, mais il y a une présentation générale des écoles philosophiques. C'est même un commentaire de la guirlande des vues philosophiques euh, de Jimmy Wampo. Très bien. Donc ici, on a identité et différence, donc c'est pareil, unité, différence, singulier et différent. Vous pouvez le formuler comme vous voulez. Et donc on retrouve la définition du singulier ou de un phénomène qui n'est pas divers, ou phénomène non divers, comme vous voulez. Un exemple est un pot. Comme on va le voir, un pot, il est tout seul, il est singulier, il n'est pas divers. Ensuite, vous avez la définition de ce qui est différent. Ces phénomènes qui sont divers, ou phénomènes divers, comme vous voulez. Là, c'est une formulation différente. So-so-et-che en tibétain, on peut le formuler comme étant phénomènes divers ou ces phénomènes qui sont divers. Ça revient au même, en fait. Un exemple est pilier et pot. Un pilier pour soutenir un plafond et un pot qui contient de l'eau, etc. Donc, ce sont deux phénomènes divers et donc ils sont différents. Très bien, donc ici, il y a une explication assez intéressante qui permet vraiment de faire des raffinements conceptuels pour voir comment est-ce que notre esprit est capable d'aller en accord avec la réalité, de comprendre la réalité, de voir ces raffinements qui existent dans les réalités. Très bien, donc le singulier est ce qui apparaît comme unique à une conscience conceptuelle. Par exemple, pot est singulier, de même pot et pot sont identiques, parce que le terme est le même et le sens est le même, comme on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de diversité par rapport à la désignation, par rapport au definiendum, par rapport au terme, et il n'y a pas de diversité par rapport au sens lui-même, par rapport au référent. On parle de la même chose. Et donc, ça veut dire qu'il est singulier. Pour la conscience conceptuelle, pot et pot sont identiques. On pourrait dire pot et un avec pot. C'est une autre façon de le formuler. Ensuite, ce qui est différent est ce qui apparaît à une conscience conceptuelle comme étant divers. Donc, pilier et pot sont évidemment différents, tant du point de vue des termes que de leur sens. Ça, c'est facile. Cependant, chien et son homologue tibétain qui sont différents, car bien que leur sens soit le même, les termes eux-mêmes sont différents. Donc c'est comme tout à l'heure, quand vous avez un anglophone et vous-même qui regardez la même tasse dans une vitrine, vous allez les formuler avec un terme différent, avec des termes différents, mais le référent, l'objet vers lequel vous allez pointer du doigt, va être le même. Donc ici, un Tibétain et un Français qui vont voir un chien, ils vont le désigner d'une manière différente. Nous allons dire chien, le Tibétain va dire qui. Très bien.
La mention chien n'évoque pas nécessairement qui a une conscience conceptuelle. Quand vous pensez à chien, votre concept exclut tout le reste, nécessairement. Et donc, la désignation qui n'apparaît pas à la conscience conceptuelle qui pense à chien, et inversement. Donc, c'est pourquoi ces deux sont différents, mais ne sont pas des entités différentes. Leur relation s'apparente ici à la synonymie. Oui, parce que souvent dans les textes, dans certaines traductions, on parle d'équivalence et de synonymie, en fait, comme si les deux étaient la même chose, mais pas tout à fait. La synonymie, normalement, ce sont deux termes pour une même définition, d'un certain point de vue. Alors qu'une équivalence, pas nécessairement. Par exemple, produit a sa propre définition, impermanent a sa propre définition, mais les deux sont équivalents. Donc, ils ne sont pas synonymes, ils sont équivalents. Très bien. Donc ici, des entités différentes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi ces deux sont différents, mais ne sont pas des entités différentes. Ça veut dire que vous pointez du doigt vers le même objet. Quand vous dites cup ou tasse, vous parlez du même objet. Vous pointez du doigt vers le même objet, donc pas des entités différentes. Des objets différents, ça renvoie au même objet, à la même entité, la même nature, si vous voulez, puisque entité, nature et essence sont équivalents. De façon similaire, continue le texte, produit et chose impermanente, on pourrait dire tout simplement impermanent, parce qu'une chose c'est nécessairement impermanent, sont mutuellement inclusifs ou équivalents. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux relations logiques. Tout ce qui est l'un est aussi ce qui est l'autre. Mais il reste différent, puisque si vous pensez à produit, votre conscience conceptuelle ne va pas nécessairement penser, ne va même nécessairement pas penser à impermanent. Et vice-versa. Si vous pensez à impermanent, vous ne pensez pas explicitement à produit. Donc les deux s'excluent mutuellement à la conscience conceptuelle. Mais au niveau de l'entité, vous pointez du doigt vers le même objet. Très bien. Donc maintenant, chien et peau sont différents et mutuellement exclusifs. Ils sont contradictoires. Parce qu'il n'est rien qui soit à la fois un pot et un chien. C'est impossible. Comme on l'a vu tout à l'heure, une pomme et un cheval, c'est pareil. Un pot, c'est une forme matérielle. Un chien, c'est un animal. Rien ne peut être les deux. Néanmoins, chien et pot ne sont pas une dichotomie. Donc là, c'est une distinction supplémentaire par rapport à la contradiction. Une dichotomie ou une opposition, ça implique tous les phénomènes. C'est ce que dit ici le texte, c'est-à-dire un ensemble qui inclurait tous les phénomènes, parce que si quelque chose n'est pas un pot, ce n'est pas nécessairement un chien. Donc quand on a une opposition ou une dichotomie, c'est une contradiction qui inclut tous les phénomènes. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit l'un soit l'autre. C'est comme un et différent. Un et différent sont une dichotomie ou une opposition. Si ça existe, c'est soit un, soit différent. C'est pareil pour permanent et impermanent. Si ça existe, c'est soit permanent, soit impermanent. Ça ne peut pas être les deux. Et ça implique tous les phénomènes. La dernière fois, nous avons parlé des vérités, vérité conventionnelle et vérité ultime. C'est pareil, si c'est une vérité conventionnelle, c'est nécessairement pas une vérité ultime et inversement. Et ça implique tous les phénomènes. Tous les phénomènes du point de vue des Sautrantika en tout cas. Et puis pour d'autres écoles aussi, comme le Madhyamaka, etc. Ok, très bien. Donc phénomène permanent et phénomène impermanent, on pourrait tout simplement dire permanent et impermanent, puisque comme on l'a vu, ces deux sont une division des phénomènes. Donc, normalement, c'est redondant de dire phénomène permanent, phénomène impermanent, c'est redondant, puisque si c'est permanent, c'est nécessairement un phénomène qui n'est pas instantané. Et si c'est impermanent, c'est aussi nécessairement un phénomène. Si ça change d'instant en instant, ça existe nécessairement. Donc là, c'est juste un petit pléonasme. Donc les deux sont une opposition, car si quelque chose existe, ça doit être soit l'un, soit l'autre. Donc là, normalement, c'est assez simple. Ensuite, c'est là où on retrouve trois possibilités avec produit et pot. Produit et pot sont différents, ne sont pas mutuellement exclusifs, en ce sens que tout ce qui est l'un n'est pas nécessairement l'autre. Donc voilà, si les deux étaient mutuellement inclusifs, ça voudrait dire que si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre. Ça veut dire que tous les produits devraient être des pots. Ce n'est pas possible. Nous serions des pots
les tables seraient des pots, etc., etc. Donc, ce n'est pas possible. Donc ici, comment est-ce qu'on le formule pour la- les trois possibilités, cette relation logique des trois possibilités, on le formule comme ça. Si c'est un pot, c'est nécessairement un produit, mais si c'est un produit, ce n'est pas nécessairement un pot. Par exemple, une table. Et il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, l'espace incomposé par exemple. L'espace incomposé n'est ni l'un ni l'autre. Ok. Donc produit et pot sont différents, ne sont pas mutuellement inclusifs en ce sens que tout ce qui est l'un n'est pas nécessairement l'autre, en effet. Tout ce qui est produit n'est pas nécessairement un pot. Ne sont pas mutuellement exclusifs, ne sont pas contradictoires, puisque quelque chose comme un pot en cuivre est à la fois un produit et un pot, et ne sont pas une opposition. Donc c'est là où vous voyez que la conscience conceptuelle est capable de faire des raffinements extrêmement aiguisés par rapport à la réalité des choses. On peut voir qu'en effet, on peut distinguer les choses comme ça. On peut distinguer les phénomènes. On peut arriver à comprendre des subtilités, des nuances entre les phénomènes. Donc c'est là où on a la relation logique de trois possibilités entre produit et pot. Ensuite, on a les phénomènes mutuellement inclusifs sont toujours de la même entité. Donc ça veut dire que produit et impermanent sont une même entité. On verra au cours d'une prochaine fois ce que veut dire être une même entité, parce que ça c'est très très important et très intéressant aussi. On verra là simplement d'une manière assez générale, voir que deux phénomènes sont une même entité quand ils sont bien sûr différents et quand l'un cesse d'exister, l'autre aussi. Ça veut dire que si vous retirez euh, impermanent, vous retirez nécessairement produit, parce que tous les impermanents sont nécessairement ce qui est produit est nécessairement impermanent. Si vous retirez l'un conceptuellement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le faire physiquement, l'autre s'estompe nécessairement, on ne peut pas survivre à l'autre. Donc la même entité, c'est pot et produit, par exemple. Pot et produit sont une même entité. Ça veut dire que si vous retirez produit, vous retirez pot. Par contre, le contraire n'est pas vrai. Si vous retirez pot, imaginez qu'un séisme gigantesque sur cette planète détruise tous les pots qui existent, euh, il y aura encore des produits, il y aura encore des tables, des personnes, etc. Donc, en fait, les deux sont une même entité, et si l'élément le plus grand disparaissait, à ce moment-là, l'élément le plus petit, celui qui s'inscrit dans le plus grand, disparaîtrait aussi. Très bien. Donc maintenant, le dernier paragraphe, les phénomènes mutuellement inclusifs sont toujours de la même entité, mais sont différents au sein de cette identité de nature. Très bien, ça veut dire que deux phénomènes qui sont une même entité ou une même nature restent différents. Pot est différent de produit. Produit est différent de pot. Parce que si c'est un pot, c'est produit, c'est nécessairement produit, mais si c'est un produit, ce n'est pas nécessairement un pot. Un pot est différent de produit par le terme et par le sens. Un pot a sa propre définition, produit a sa propre définition. Donc les deux, pot et produit, sont nécessairement différents par la désignation et par le sens, donc par les deux. Mais restent une même entité, sont une même entité. Très bien. Les phénomènes mutuellement exclusifs, comme une table et sa couleur, peuvent être de la même entité, mais sont différents au sein de cette même nature. Là, c'est un petit peu plus complexe. Euh, on a tendance à dire, bien sûr, une table est rouge. Une table est rouge, mais du point de vue de la philosophie bouddhiste, c'est un abus de langage, en fait. Une table ne peut pas être rouge. Une table ne peut pas être une couleur, puisque rouge est une couleur. Une table ne peut pas être une couleur. La couleur d'une table est une couleur, mais la table elle-même n'est pas une couleur. Donc en fait, on est censé dire, en fait, si on veut être un petit peu plus nuancé, que une table est de couleur rouge, mais la table ne peut pas être rouge. Bien sûr, on comprendra, bien sûr, si vous parlez avec des gens dans la rue et qui vous disent, tiens, cette pomme jaune, vous n'allez pas dire, ben non, c'est pas possible, vous abusez du langage, etc. On accepte bien sûr conventionnellement que on puisse dire qu'une pomme est jaune, une table est rouge, etc. Mais si on devait analyser, on verrait que finalement ce n'est pas possible. Une table ne peut pas être une couleur, une pomme ne peut pas être une couleur, mais la couleur de la table et la couleur de la pomme peuvent être des couleurs, sont des couleurs, nécessairement des couleurs. Ok, donc la table et sa couleur sont une même entité.
C'est comme on disait tout à l'heure, si l'une disparaît, l'autre disparaît aussi. Si vous avez une table de couleur rouge, si vous supprimez la couleur rouge de la table rouge, il n'y a plus de table rouge. De la même façon, si vous supprimez la table rouge, que devient sa couleur? Elle cesse d'exister. Donc ça veut dire que les deux sont mutuellement dépendantes. Elles relèvent d'une même entité, une même nature, mais elles restent non seulement différentes, mais en plus contradictoires. Ça veut dire que jamais une table ne pourra être une couleur et jamais une couleur ne pourra être une table. Il n'y a aucune base commune entre les deux. Mais cela ne les empêche pas d'être une même entité. Et on verra que ça a des implications extrêmement vastes par rapport à la personne et ses agrégats, par rapport euh, aux autres écoles philosophiques, et même déjà du point de vue Sautrantika, on verra que la personne s'identifie à tort avec son corps et avec son esprit. La personne n'est pas son corps, la personne n'est pas son esprit, mais la personne est une même entité avec ses agrégats. Là, ça devient intéressant. Ça devient un petit peu plus croustillant parce que par rapport à la voie vers la cessation de la souffrance, comment est-ce qu'on doit réaliser la réalité des choses et en particulier notre propre réalité, comment est-ce qu'on doit se départir de notre distorsion fondamentale par rapport à nous-mêmes, par rapport à la réalité, notre confusion fondamentale qui est la source de la souffrance, c'est justement en reconnaissant comment on peut distinguer la personne de sa base d'imputation, les agrégats. Donc ça aura bien sûr une portée extrêmement conséquente par rapport à la suite, par rapport à nos études des différentes écoles, comment est-ce qu'on pourra raffiner notre compréhension par rapport à la réalité, etc. Là déjà, on est déjà en train de se diriger vers la porte de sortie par rapport à la souffrance. On commence déjà à mieux comprendre la réalité des choses. Et donc la dernière phrase ici, les phénomènes mutuellement exclusifs ou contradictoires, comme chien et peau, sont simplement différentes entités. Ça veut dire que vous pointez du doigt vers deux objets différents. Soit vous pointez du doigt vers le chien, soit vous pointez du doigt vers une tasse. Vous ne pouvez pas pointer du doigt vers exactement la même chose, puisque les deux sont des entités différentes. Ils sont non seulement différents, mais ils sont en plus contradictoires. Donc c'est ça que veut dire contradictoire, la définition même de contradictoire, vous l'avez juste en dessous. C'est en tibétain tade ganshi shitu mesipeche ou shitu mesipa. Tade ganshi shitu mesipa. Ça veut dire que les deux sont différents et il n'y a aucune base commune qui puisse être possible entre les deux. Donc c'est la définition de contradiction par rapport à deux phénomènes. Ils sont différents, bien sûr, donc ils doivent exister. Et il n'y a aucune base commune entre les deux. Il ne peut pas y avoir une entité partagée par les deux, etc. En fait, si, ils peuvent être une même entité, mais il ne peut pas y avoir de base commune. C'est là où on voit sa distinction aussi entre base commune et une même entité. Ça, on le verra peut-être une prochaine fois. Là, c'est déjà pas mal. On a fait beaucoup aujourd'hui. C'est immense. Donc, je vous conseille de le réécouter si ça vous intéresse parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Merci beaucoup. À la prochaine fois.